entre quelqu'un qui rend un dossier confidentiel à sa hiérarchie, je ne vous parle même pas de le diffuser à l'extérieur, je ne vous parle même pas d'en parler à la presse, je vous parle de cela, parce que ça existe. Au départ, on parle de ces gens qui disent le droit en interne, en administration ou en entreprise, qui perdent tout radicalement et qui vont à un tunnel de chômage et de minima sociaux et qui pensent au suicide comme seule issue. Ça, c'est la base. C'est ça, si vous voulez. Donc, et Stéphanie Gibault est dans cette situation aussi. Alors, pour tous ceux qui viendront derrière nous, c'est pour ça que je me suis engagée dans ce combat, ça ne se passera plus, et c'est quand même la grande différence entre perdre son emploi et n'avoir aucune loi qui condamne, ni qui oblige à réintégrer, et perdre son emploi, mais avoir une loi en France qui fait que l'employeur vous licencie, soit, mais il est condamné lourdement et obligé à la réintégration ou obligé à vous donner des dommages et intérêts équivalents à ce que vous avez perdu. Moi, je ne parle même pas de récompense. Je veux dire, le Public Interest Disclosure Act, la loi anglaise dont j'ai parlé, vous avez un référé conservatoire. Vous êtes en situation, vous venez de rendre un rapport qui gêne votre direction, vous sentez ou vous avez une procédure de licenciement en route, vous saisissez le juge, tribunal, juge du travail, et vous êtes maintenu sous 8 jours, vous êtes maintenu dans votre emploi avec votre salaire jusqu'au procès. Le procès dira si oui ou non vous aviez raison ou si vous étiez tout compte fait vous-même un mouton galeux, je veux dire. Mais jusqu'au procès, vous avez votre emploi et vous avez même le choix entre rester à domicile si vous avez peur des pressions ou aller au bureau. Bon, ça c'est, vous voyez, ça fait partie des mécanismes. Encore une fois, je ne parle pas de chasseurs de primes, de pourcentage de récompense. Je parle du fait d'avoir le droit de faire son travail honnêtement, à la fois par dignité professionnelle et par respect du droit et de la France, par exemple, de son pays, et de conserver la base de sa vie et de sa survie. Et là, on est vraiment dans quelque chose de très profondément vital, parce que si chaque salarié sait qu'il peut être debout sur sa capacité et sa dignité professionnelle et qu'il garde son emploi, je vous assure que ça change une culture. Ça fait quand même basculer les choses dans l'autre sens, à mon humble avis. Donc c'est vraiment, par exemple, nous n'avons pas de référé conservatoire. Alors nous devrions nous battre, c'est le problème du statut, pour une loi globale ou pour une homogénéisation qui ferait que toutes les lois aient les mêmes clauses sur le mieux-disant. Que l'on ait le droit, effectivement, comme dans tous les autres pays, de saisir à proportion du risque ou du danger. Il faut toujours commencer par l'interne. Quand vous passez devant les tribunaux ou même par loyauté, vous commencez par, je dirais, un traçage interne. Le délégué du personnel, le responsable syndical, votre chef, N+1, N+2. Sauf si c'est le directeur général qui détourne directement des fonds, effectivement, on n'a pas intérêt à ce moment-là à faire une remontée hiérarchique, vous êtes mort. Mais en dehors de cas quand même très spécifiques, vous avez quand même toujours quelques personnes intègres à l'intérieur d'un groupe, quel qu'il soit. Vous suivez la procédure interne ou bien vous saisissez effectivement une personne en charge de l'éthique. Et si rien ne se passe, parce que très souvent la pesanteur, l'inertie... Effectivement, le service central de prévention de la corruption a fait un rapport pour la fonction publique qui disait qu'il y avait à la fois le respect hiérarchique extrêmement lourd, une certaine tradition d'omerta, et puis la peur aussi du judiciaire. Utiliser l'article 40, c'est monter un dossier, saisir le procureur de la République. C'est vrai que tout le monde n'a pas cette culture judiciaire, c'est un espèce de saut dans le vide. Donc voilà, mais encore une fois, à partir du moment où vous préservez, je suis très misérabiliste, hein, mais à partir du moment où vous préservez l'emploi de la personne, vous changez la mentalité générale, à partir du moment où les sanctions ne sont pas seulement contre les fausses ou les incomplètes déclarations, mais elles vont être contre l'employeur ou la personne qui fait des représailles, vous aidez effectivement aussi à l'intérêt général à s'exprimer. Après quoi, il y a effectivement d'autres mécanismes, mais je pense que la reconnaissance peut être sociale et pas seulement financière. Je veux dire, les Suisses, ça va peut-être vous étonner, mais il y avait
À l'OCDE, il y a 2 jours, 180 personnes du monde entier sont venues qui s'occupent des lois sur l'alerte éthique et les lanceurs d'alerte. Un énorme dispositif avec des expériences croisées. Eh bien, par exemple, la directrice du bureau de l'intégrité qui est en charge des lanceurs d'alerte pour le ministère des Affaires étrangères suisse, c'est une ancienne lanceuse d'alerte. La reine en Angleterre vient de récompenser un avocat qui a été lanceur d'alerte, qui a tout perdu, bon, qui va recevoir... Bon, les Allemands ont un prix des lanceurs d'alerte, donc on peut récompenser socialement sans être obligé de faire des systèmes de primes qui peuvent avoir des dérives et effectivement inciter à ce qui peut devenir de la délation. Enfin, moi, je suis plus réservée sur le système chasseur de primes. En revanche, les Américains, par exemple, quand vous avez effectivement des gros montants récupérés, par exemple, sur la fraude fiscale, il y a un pourcentage qui est donné, alors pour des récompenses, mais aussi des pourcentages qui sont donnés pour des programmes de formation à la lutte anticorruption ou au droit d'alerte. Donc il y a tout ça, il y a la prévention, il y a la formation, et ce que la France devrait avoir, alors moi en revanche nous plaidons vraiment ça, il faudrait quand même une agence pour le traitement de l'alerte, et je reviens sur le fait qu'il faudrait, comme beaucoup de grands pays, une maison ou une fondation pour venir en aide aux victimes. Il faut voir que les Américains ont une fondation caritative juridique d'intérêt public qui date de 1977, qui a un budget de 3 millions et qui a déjà défendu 5000 lanceurs d'alerte qui défend actuellement Snowden. Vous avez dans d'autres pays des associations ou des fondations qui sont de très grosses machines, ayant également des moyens, et qui peuvent à ce moment-là faire contrepoids aux mécanismes d'inertie ou de préservation des intérêts privés et des lobbies. Donc toute cette mécanique est à mettre en place chez nous. Nous n'avons quasiment rien. Alors, Maître Dufeu, j'ai une question pour vous. Qui est votre réaction, alors je ne sais pas du tout, votre réaction au fait que le patron du BS Belgique est inculpé pour blanchiment aujourd'hui? Le saviez-vous? L'opération main propre continue. Alors, parce que... Oui. Tiens, je vais rebondir là-dessus. Comme on a des parlementaires dans la salle, j'espère qu'ils vont bien m'entendre. On peut se satisfaire, et je suis évidemment ravi qu'un groupe international comme la banque que vous venez de citer, qui a priori pour l'instant ils sont innocents, présumés innocents, j'ai ma conviction, mais ils sont présumés innocents. Si la procédure pénale va jusqu'au bout, aux États-Unis c'est le cas. Alors, pour information, on essaie aux États-Unis, UBS a conclu une transaction. Et nous essayons, à la date d'aujourd'hui, de faire en sorte que le DOJ, Department of Justice, revienne sur cette transaction dans la mesure où nous avons des preuves permettant de démontrer que la banque UBS n'a pas respecté l'accord avec le Department of Justice américain. Donc ils ont eu une amende, 800 millions, ils ont payé, ils avaient des obligations à respecter, et on essaie d'inciter le département de justice de réouvrir l'affaire de façon à priver la banque UBS de sa licence aux États-Unis. Ça me permet de rebondir en France, puisque nous n'avons pas du tout le même système. Ce qui est intéressant, et ce que vous devez savoir, parce qu'on parle d'évolution, de nouvelles lois, il y a des progrès qui sont faits, mais c'est le silence du politique. Hormis un sénateur que j'ai entendu il y a quelques mois avec une question d'actualité sur le dossier Bonfante qui m'a beaucoup amusé et qui a permis de laisser pantois et sans voix M. Cazeneuve, hormis cette personne-là, je ne vois personne, aucun politique dans notre pays qui, à la date d'aujourd'hui, interpelle le gouvernement sur le fait de savoir pourquoi, moi je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi le gouvernement français ne demande pas l'extradition de Raoul Weil. Vous allez me dire, qui est Raoul Weil? Raoul Weil, c'était un des principaux dirigeants suisses de la banque UBS dans le monde. Raoul Weil, qui était plus particulièrement en charge du bureau PEP, qui en anglais, en français, veut dire les gens politiquement exposés. C'est-à-dire que M. Raoul Weil s'occupait de la classe politique, notamment, de la classe financière, industrielle, d'un certain nombre de pays européens, y compris les États-Unis. Et aujourd'hui, M. Raoul Weil, il y a quelques mois, a été arrêté en Italie
extradé vers les États-Unis, parce que les États-Unis ne rigolent pas avec ça, et il va vraisemblablement négocier un accord en lâchant des noms, c'est-à-dire qui a fraudé aux États-Unis, quels sont les industriels, quels sont les financiers, de façon à permettre à l'État américain de recouvrer l'argent, les impôts qui lui reviennent. En France, notre classe politique est absolument silencieuse. C'est consternant. On a l'opportunité de ramener en France sans passer par la case suisse, parce que s'il va directement des États-Unis en Suisse, on ne le reverra jamais. En revanche, si on le fait passer par la case des 2 juges d'instruction qui sont en charge du dossier avec une demande d'extradition faite par le gouvernement français, on aura peut-être une chance d'obtenir l'identité de fraudeurs, mais à un niveau supérieur, institutionnel, là où on a des liens confondants. Ces liens confondants qui nous font mourir à la date d'aujourd'hui. Quand on parle de cette habitude française de faire des rapports ou de créer des autorités toujours sans pouvoir. Toujours sans pouvoir. Donc si demain on nous fait une autorité pour les lanceurs d'alerte, mais qu'on n'a aucun pouvoir, ça ne sert à rien. C'est pour ça que je préfère la sanction financière. Et pour nettoyer ces écuries d'Augias, eh bien, il faudra peut-être que le gouvernement français fasse demande l'extradition de Raoul Weil, de façon à ce qu'il vienne s'expliquer devant la justice française, qui est là pour nous servir, et qui, je peux vous le dire, pour bien connaître les 2 juges en charge du dossier, nous servent l'intérêt général, l'intérêt de notre pays. À propos de l'intérêt général, justement, à la date d'aujourd'hui, vous êtes tous au courant de l'affaire BNP Paribas. 10 milliards. On est en train d'affaiblir une banque française qui a peut-être fait des bêtises, je n'en sais rien, c'est ce que la presse indique. Elle sera sanctionnée aux États-Unis. Mais il y en a une américaine qui a fait des bêtises en Europe. Vous avez dit le nom. Vous avez dit le nom. Je serai plus prudent. Grosse banque américaine. Comment se fait-il que l'Europe, au moment où on va négocier le traité transatlantique, comment se fait-il que l'Europe ne s'empare pas de ce dossier qui a permis l'effondrement de la Grèce, que l'on paie aujourd'hui? C'est-à-dire ce sont les contribuables français qui aujourd'hui paient les pots cassés d'une banque américaine qui a opéré sur le territoire européen. Tout ça pour dire, je reviens sur la notion de lanceur d'alerte, quand on parle de lanceur d'alerte, on imagine tous l'individu, le salarié. Quand je vous dis à l'instant, personne ne parle de cette banque américaine qui a fait un désastre en Grèce, personne ne parle de Raoul Weil, alors que le gouvernement, le premier, qui est censé vouloir lutter contre la fraude fiscale, aurait déjà depuis des mois dû exiger la démission, l'extradition de Raoul Weil, on a un dysfonctionnement. Et j'en viens à la notion de lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte, pour moi, ça n'est pas seulement le salarié d'une entreprise, c'est aussi le collectif, c'est-à-dire qu'on a des institutions. Madame Meyer disait tout à l'heure l'article 40, les gens hésitent, ça ne fonctionne pas. C'est vrai, ça ne fonctionne pas. Le fonctionnaire n'a pas envie d'avoir des soucis avec sa hiérarchie derrière. Donc il ne va pas dénoncer. C'est métro, boulot, dodo, et je le comprends. Le salarié va hésiter à 2 reprises, parce que soit on passe pour un mouton noir comme Madame Gibault et on perd tout, soit on abandonne son âme mais on garde son emploi. Pour les lanceurs d'alerte, le problème doit être examiné aussi de façon collective, à savoir que les institutions doivent pouvoir être lanceurs d'alerte et en tant que tels bénéficier d'une protection. Dit autrement, ce que je disais à Mme Meyer hier brièvement au téléphone, si on revient de façon plus générale au problème du lanceur d'alerte, ça traduit quoi? Avec un temps d'avance pour les États-Unis, c'est le dysfonctionnement de nos sociétés modernes. Il y a une crise parlementaire en France liée à la crise. Le crédit de l'homme politique est perdu. Le crédit du président de la République est perdu. Du Premier ministre qui change est perdu. Peu importe les couleurs politiques. Mais derrière ça, en réalité, le lanceur d'alerte nous révèle autre chose. C'est qu'on a des corps constitués qui ne font plus leur travail comme le citoyen le voudrait. Et ce sont les citoyens eux-mêmes qui vont, ce qu'on appelle la société civile, ces citoyens eux-mêmes qui vont s'emparer, voyant l'impuissance du politique, que je n'accable pas, mais l'impuissance d'une société avec ses dérives actuelles, la crise économique, qui va vouloir s'emparer à ses torts et griefs en l'absence d'une loi protectrice ou à l'avantage de la société en présence d'une loi protectrice qui va sanctionner l'employeur s'il licencie.
Mais finalement, il faut qu'on raisonne aussi lanceurs d'alerte, point de vue collectif, et pourquoi on a des lanceurs d'alerte. Pourquoi il y a des gens comme Mme Meyer qui a été obligée de dénoncer. Ça veut dire qu'il y a un mode d'organisation, de fonctionnement de l'administration qui n'est pas satisfaisant. Tout simplement. Je n'ai pas dénoncé, j'ai rendu un rapport. Non, mais vous avez rendu un rapport, mais vous avez dénoncé des dysfonctionnements. Ce n'est pas au sens dénonciation Vichy. Vous avez dénoncé des dysfonctionnements, vous avez rendu un rapport ou un rapport qui ne plaisait pas. Donc on en arrive à un problème d'organisation de notre société qui fait qu'il y a un modèle à revoir à tous les niveaux. L'article 40 pour les fonctionnaires ne fonctionne pas. En entreprise, on peut faire toutes les chartes qu'on veut. À la date d'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Il y a peut-être une négociation, il y a une piste de réflexion à mener là-dessus. Le pouvoir politique devrait s'en emparer et surtout réfléchir pourquoi notre société, à la date d'aujourd'hui, met en valeur le lanceur d'alerte. Ce n'est peut-être pas une mise en valeur, mais parle du lanceur d'alerte, ça révèle des mots d'une société malade, manifestement. Oui, mais que des lois aient été passées chez nous en France récemment, je pense que ça dénote aussi que les choses bougent. Une prise de conscience, bien sûr. Oui, non, mais il y a des dysfonctionnements qu'on essaie de corriger, mais ça, je pense que la prise de conscience est liée à l'ensemble aux travaux de votre plateforme, essentiellement. Après, vous allez dans les campagnes, vous parlez de lanceurs d'alerte, personne ne connaît. Hein. En France, ce sont les lanceurs d'alerte scientifiques qui ont commencé dans les années 80 avec des gros dossiers de santé publique. Et on va sur des dossiers de laboratoires pharmaceutiques, on va aller sur l'armement vraisemblablement aussi. Et nous avons, pardon, on me fait des signes désespérés, et nous devons embrayer, et nous avons embrayé sur l'aspect parlementaire et législatif. Alors pour les parlementaires, pour le plaisir, je vais quand même dire quelque chose, c'est que les Américains, enfin le Trésor américain, grâce à ces mécanismes, a récupéré, parce que ça pourrait nous être utile, 22 milliards de 86 à 2008, 13,3 milliards de 2009 à 2012 et 5 milliards simplement pour l'année 2012. Enfin, c'est aussi une source, je ne parle pas des récompenses, mais je parle de la récupération pour le Trésor public qui est utile. On m'a posé des questions sur des portails informatisés pour la confidentialité ou l'anonymat. La confidentialité est une obligation, l'anonymat est une possibilité. Nous avons signé des traités pour l'anonymat. Des pays ont mis en place des portails informatisés avec des boîtes à lettres anonymes sécurisées où des gens peuvent déposer des informations et se révéler au fur et à mesure. Voilà. Je vous remercie tous de votre infinie patience et de vos questions évidemment fort pertinentes. Bonne journée.